Romantique, mythique, Foxfire, ici, prend place dans l'État de New York dans les années 50, un paysage urbain sombre et pluvieux dans lequel évoluent Maddie, Legs, Goldie, Lana et Rita. Vous allez peut-être les voir passer là, derrière moi. Donc, ces guerrières se jurent fidélité l'une à l'autre et sont de véritables criminelles. Elles forment un girl gang menaçant de jeunes délinquantes dont la bien-aimée commandante est Margaret, a.k.a. Legs Sadowski, une rebelle visionnaire aux jambes effilées et au cœur d'or. C'est elle qui mettra la main sur le foulard de soie rouge-orange qui sera leur signe distinctif. Elle est également l'auteure de leur leitmotiv « Foxfire never looks back, Foxfire never says sorry, Foxfire burns and burns ». Legs tire en quelque sorte cette idéologie frustre qui est à l'œuvre dans leur gang, soit la justice, la révolution, la lutte des classes, d'un vieux prêtre, le père Thériault, défroqué et alcoolique, que le christianisme a rendu aigre. Selon lui, ce monde est l'enfer et les hommes l'ont rendu tel. Le paradis doit être créé en rébellion contre le monde. La seule façon d'être libre est d'oublier Dieu. L'histoire est racontée par Maddie Wirtz, je ne suis pas certaine de la prononciation, qui est l'intellectuelle et la chroniqueuse archiviste de Foxfire, une des meilleures complices de Legs, la leader. Plusieurs années plus tard, soit à 50 ans, Maddie rassemble ses vieux journaux et témoigne de cette période mouvementée de son adolescence qui eut lieu entre ses 13 et ses 17 ans. Ce dispositif narratif rétroactif permet à Oates d'adopter une voie narrative assez flexible et variée qui passe de la rébellion naïve aux échos d'un héros épique. Et ici, je vais citer un exemple pour donner le ton. There came then the summer before 7th grade, when the story was of how Rita O'Hagan owns brothers, the two youngest, talked her into coming with them. Ailleurs dans le roman, ça va être très différent. La voix va s'emporter et le lecteur, la lectrice aura droit à des très longs paragraphes peuplés de virgules quand l'action devient chaude. Le roman, qui est paru en 1993, a connu 2 adaptations cinématographiques. L'une qui est très libre, en 1996, qui met en vedette Angelina Jolie, et une autre qui est sortie plus récemment en 2012, qui est davantage fidèle au roman. La version 96 diffère du roman de plusieurs façons, la plus importante étant le changement de décor. On passe du New York des années 1950 au nord-ouest pacifique des années 90. Alors que dans le roman, les adolescentes sont des filles de classe moyenne, voire pauvres, on the wrong side of tracks, dont les familles souffrent de problèmes domestiques tels que l'inceste, l'alcoolisme ou la toxicomanie. Dans le premier film, avec Angelina Jolie, la plupart des membres de Foxfire sont des banlieusardes. Le roman couvre une période d'environ 3 ans et demi, alors que le film américain, lui, étend l'action sur seulement quelques semaines. Dès le départ, les membres du gang vont se positionner contre l'autorité, toute forme d'autorité. Elles vont revendiquer leur originalité et se définir par la négation, insistant sur le fait qu'elles n'imitent ni les gangs d'hommes de leur quartier, les vicomtes, les as, ni les groupes de femmes subdébutantes qui se préparent ensemble à leur vie future de femmes mariées. Alors, dans le roman comme les films, l'irrévérence va suivre une pente ascendante, de l'humiliation publique d'un enseignant au kidnapping d'un homme riche en passant par l'assaut collectif d'un agresseur. Elles vont réaliser tôt leur pouvoir en tant que collectif, mais elles n'arrivent pas à l'évaluer exactement. C'est seulement après qu'un graffiti sur la voiture d'un professeur harcelant ses étudiantes qui va conduire à son renvoi puis à sa disparition de la ville qu'elles vont réaliser qu'elles peuvent maintenant tuer symboliquement quelqu'un. Alors Maddie va ressentir le besoin de noter tout ce qui leur arrive durant la période de 3 ans afin de s'assurer que personne n'oublie. Les archives ne sont tenues que pour elle, Foxfire, même si celles-ci représentent un certain danger. Paradoxalement, leur association interdite se doit de demeurer secrète, mais elles se regroupent autour de signes collectifs. Le plus important et le moins visible demeure leur tatouage, mais elles partageront aussi le même foulard de soie rouge-orange, les mêmes anneaux en or, une croix au cou, un blouson noir. Alors sur le tatouage. Le rite intime du tatouage Stick and Poke va marquer le début d'une période ingouvernable pour les adolescentes initiées, guidées par le personnage de Legs. C'est un véritable rite de passage pour les filles,
L'atmosphère onirique va rappeler la sorcellerie. L'Eggs, leur leader, pratiquement décrite comme une déesse par Maggie durant cette scène, a préparé la scène méticuleusement. Elle a prévu 5 bougies blanches, une pour chacune d'elles, du Bourbon. Chacune a dû apporter un collier avec une croix et les cloches d'église sonnent durant le rituel. Le tatouage s'accompagne aussi d'un pack de sang. Leur sang individuel, une fois mélangé, devrait les sceller une bonne fois pour toutes, annonce Legs, afin qu'elles ne soient plus jamais seules. Elles jurent solennellement de se consacrer à leur sœur, d'adhérer à la vision du monde de Foxfire et à offrir leur fidélité, leur courage, leur cœur, leur âme et tout leur bonheur futur à Foxfire. L'érotisme de la scène est subversif. Entre femmes, plusieurs d'entre elles des survivantes, elles se réapproprient l'expérience de la pénétration, l'aiguille gravant le trauma sur leur corps. La sexualité est sous-entendue dans les films, mais elle est explicite dans le roman. La scène est plus longue, les filles se déshabillent ensemble, s'embrassent et dansent pour encore davantage mêler leur sang. Je cite, « Un embrasement venu d'on sait où les enveloppe comme un cocon incandescent. C'est comme si le sang des unes courait dans les veines des autres, comme si le sourire fugitif de l'une étirait les lèvres des autres. Puis il y a cette sensation liquide et chaude, délice partagé. » David Le Breton est d'avis que le corps, et particulièrement la peau qui en est l'instance visible, est le recours le plus immédiat pour changer son rapport au monde en remaniant les frontières et l'apparence. La résolution de modifier son corps, je cite, « objet de bricolage identitaire », doit donc se comprendre dans une plus grande volonté de changer sa vie et de s'inscrire dans une autre dimension du réel. La marque affirme avec force une individualité, un désir d'autogénération, d'autofiliation et une rupture avec le corps d'avant. Dans le cas de Foxfire, le tatouage devient un badge identitaire, une signature d'abord secrète pour les filles du gang, mais qui va ensuite s'inscrire sur de plus en plus de supports extérieurs. Elles revendiquent ainsi leur place dans l'espace public. Je cite, « Tout d'abord, il y a eu notre tatouage, notre flamme secrète, tracée en petit et en rouge à la craie, ou au vernis à ongles sur un casier, un bureau ou une fenêtre de l'école, puis peint sur un trottoir ou une porte, ce qui a commencé à attirer l'attention, certains se demandant ce que c'était, qui l'avait fait et pourquoi. Puis, un matin est apparue une flamme géante, 2,50 m de haut, peinte en rouge sanglant sur les supports suivants, et la citation peut continuer sur plusieurs pages avec des intersections, donc ça se propage. Le tatouage est d'abord une prise de contrôle sur leur corps individuel, mais il consiste également en une reprise de contrôle de leur rôle dans la société. Selon Andrea Aubert-Hubert, dans une société du spectaculaire, le corps devient écran de projection, à la fois du désir et des fantasmes, du soi et de l'autre. C'est sur ces écrans métaphoriques que se manifeste alors une tension de plus en plus paradoxale entre le corps public et le corps intime, entre sa représentation sociale et ses perceptions individuelles. Nous retrouvons cette conception du corps comme texte et surface d'inscription dans Foxfire. Le tatouage symbolise et immortalise non seulement leur nouveau pouvoir et leur volonté de s'exclure des structures sociales préexistantes, mais leur agentivité. En plus d'un rite de passage, le tatouage, qui est apparu en rêve à Legs, qui en est l'auteur, donc ce tatouage est une forme de réappropriation du corps et par conséquent, dans l'exemple qui nous intéresse, un marqueur d'ingouvernabilité partagée à visée politique. Non seulement puisqu'il vient repenser ou questionner la place de la femme en société, d'autant plus à l'époque, mais parce qu'il vient, le tatouage, permettre une réappropriation positive de la transgression des frontières corporelles et de la douleur. Le tatouage rappelle, autant dans son symbolique que dans son iconographie, on se rappelle que c'est un petit feu, il évoque à la fois donc la douleur ressentie telle une brûlure et les tourments passionnels, l'amour, mais aussi la colère, la rage, etc. Par sa simple présence sur une peau jeune et lisse, le tatouage évoque toujours sa propre création ou mise au monde. Comme une cicatrice intemporelle et sincère, le tatouage témoigne non sans violence. Il dit « J'ai eu mal et voilà ce que ça a donné ». Plus encore, la douleur prise en charge et contrôlée par les filles lors du rituel non dépourvu d'érotisme, comme Sarah le disait plus tôt. Cette douleur doit être lue en regard des scènes de violence et d'abus physiques qui préfigurent la scène culte du tatouage collectif, dans laquelle il y a redistribution des pouvoirs. Toutes les filles y sont égales et en puissance, d'où ce partage d'alcool et de leur sang, à même la chair qui souligne la filiation qui s'établit entre elles et cette nouvelle famille
forte dans sa vulnérabilité. Comme le répète Maddie à travers le roman, lorsqu'elle témoigne de la domination masculine dans son quartier, « Such truth, Foxfire made softer ». Donc, autrement dit, Foxfire adoucit par sa radicalité l'injustice quotidienne dont ces filles sont victimes. Bien qu'il soit partagé, le tatouage est paradoxalement une marque de subjectivité. Et la plupart des adolescentes qui côtoient les protagonistes à l'école ne portent pas de tatouage et n'oseraient jamais s'en faire un sous peine d'importantes réprimandes. Legs, qui est celle qui cache le moins son tatouage, est d'ailleurs convoquée dans le bureau d'enseignante de gym à ce sujet. Je cite. Of the five of us, Legs was the one who most insisted upon secrecy, yet the one who was the most careless about hiding her tattoo, or maybe defiant. Why should I hide it? It's beautiful, Legs would say. So rumors were spreading and Miss Diggs tried to interrogate her without success, saying, You know the school has a rigid policy forbidding secret societies, don't you, Margaret? Le tatouage est donc un des nombreux signes associatifs, mais certainement le plus fort. Et c'est le signe également qu'elles réinvestissent dans leur tag ou leur graffiti signature. Si les regroupements d'élèves sont interdits à l'école de Maddie, la direction s'étant chargée de le lui rappeler lorsqu'elle a établi des liens entre les actions de vandalisme et les rumeurs au sujet du tatouage. C'est bien parce que l'autorité craint les répercussions d'une prise de pouvoir collective menaçant l'ordre établi. En ce cas-ci, principalement l'ordre ou la place des femmes en société. Comme l'écrit avec éloquence l'écrivaine américaine Kathy Acker, que j'aime bien citer de temps en temps, Friendship is always a political act, for it unites citizens into a polis, a political community. Signe d'une filiation choisie, la flamme inscrite rassemble, je cite, nourishes and also destroys if you don't respect it. The Girl Gang souhaite s'inscrire dans la durée et sa volonté dépasse un désir ponctuel de revanche. Unies par bien plus que l'expérience commune de la violence, les filles sont motivées par l'idéal d'un vivre ensemble et la formation d'une communauté marginale, leur permettant de s'épanouir en dehors des dictats sociaux. Legs va trouver une maison et veut en faire un refuge pour toutes leurs sœurs, toutes les femmes. Chacune contribuerait à sa mesure, à la mesure de ce qu'elle peut donner, et n'aurait pas à s'expliquer si elle ne peut pas. Avec de l'argent volé, elle va aussi acheter une voiture, un chien, un revolver. Leur désir de vivre en dehors du monde des hommes les rassemble, mais elles partagent aussi les mêmes idéaux environnementalistes, antispécistes et surtout anticapitalistes. Par exemple, l'oncle de Maddie hérite son sort non seulement car il tente de l'agresser, mais aussi parce qu'il vend des objets au-dessus de leur valeur à des gens pauvres. Elle se prononce plusieurs fois en faveur d'une révolution prolétaire. Tel que le soulève la critique Sacha Rose Neal, je pense, dans le numéro « Amis de nouvelles questions féministes », si la réflexion sur l'amitié féminine en littérature et son importance dans la constitution de soi débute avec « A Room of One's Own » de Virginia Woolf, publié en 1929, la question demeure toutefois très contemporaine. Je cite, « Il y a une nouvelle insistance culturelle, post-hétéro-relationnelle, sur l'amitié, laquelle donne lieu à une célébration populaire. » Ici, on peut penser à Friends ou à Girls, qui est sorti à la télé. En plus de souligner que les amitiés entre femmes ont été délaissées et sont peu représentées dans la culture, Woolf dénonce les conséquences de l'hétéro-relationnalité en posant la question de l'identité féminine. Les femmes, toujours définies dans la littérature par les hommes ou en relation avec eux, sont restreintes, je cite, dans la conception de ce qu'elles peuvent faire, être et ressentir. Comment peuvent-elles se penser en tant qu'individus? Par chance, l'amitié entre femmes a joué et continue encore de jouer un rôle majeur dans la lutte contre le sexisme. L'amitié, d'autant plus qu'elle n'est pas confinée ici à la sphère du privé, est promesse de nouvelles possibilités riches et emballantes. C'est dans les années 70, donc un peu après le contexte de notre roman, qu'en prenant connaissance de leur oppression commune, plusieurs militantes ont trouvé un outil politique dans la sororité. Je cite, « La sororité entre femmes a été une rhétorique puissante pour les aider à se rassembler malgré les différences qui les divisaient et à surmonter les obstacles qui les entravaient en contrant l'hétéro-réalité, autrement dit, la haine de soi et la division des femmes entre elles. »
Après Wolfe et la réflexion qu'elle a menée suite à la révélation qu'elle a eue à la lecture des mots « Chloé aimait Olivia », il y a eu d'autres féministes comme elle, principalement américaines par contre, qui se sont questionnées sur l'invisibilité de l'amitié entre femmes. Adrienne Rich, par exemple, a défendu l'importance de la sororité dans la constitution de soi et la lutte individuelle et collective contre la domination masculine. Janice Raymond a poursuivi en dénonçant la force de l'hétéroréalité qui masque l'amitié entre femmes. L'amitié féminine, rappelle Sacha Rosenhill, que je citais plus tôt, est donc à la fois la grande sacrifiée de l'ordre patriarcal et un puissant instrument de résistance. Non seulement elle permet aux femmes d'échapper aux rôles patriarcaux pour penser autrement l'identité, mais elle les amène à s'aimer elles-mêmes et entre elles, de manière à renforcer leur autonomie, valider leur perception et leur donner une force et une confiance en elles qui leur permet de rester debout. La gin-affection, qui est définie par Raymond comme une attirance, une influence, un mouvement entre femmes, installe l'amitié au cœur d'une visée, d'une passion ou une politique féministe. Oui. Le mouvement, ici, entend dynamisme, autonomie, capacité créatrice et action collective. Cependant, la sororité au cœur du roman et de ses dérivés n'est pas parfaite, comme on en trouve peu. Avant même qu'elle se rassemble sous l'égide de Foxfire, l'apparence plus féminine et le corps prématurément développé de Rita, membre du gang, effraie, parfois dégoûte les autres filles, souvent leur fait honte. Je cite, « Maddie a de la peine pour elle. Bien sûr qu'elle a de la peine pour Rita, mais en même temps, elle lui en veut, éprouvant probablement à son égard du mépris et une certaine crainte, comme si, de quelques étranges façons, la vulnérabilité féminine flagrante de cette fille et l'attraction que cette vulnérabilité exerce sur les autres pouvaient être contagieuses. » Le film le plus récent va d'ailleurs condenser ces pensées du groupe en une scène de victim blaming, absente du livre, où le groupe se moque d'elle avant qu'elle devienne Foxfire. À un autre moment, plus tard, il est dit que Maddie, qui observe souvent son tatouage devant le miroir, éprouve du dédain pour ses seins qui poussent, car, je cite, « leur corps maigre de garçon, à elle et à Legs, leur donne une supériorité indéniable sur Rita, Goldie, Lana et les autres, bien qu'elles n'en parlent jamais, jamais de ces choses dont Sheena et Killer, ça c'est leur pseudonyme à l'intérieur du gang, se fichent éperdument. L'important à leurs yeux est de demeurer fermement unis contre leurs ennemis. » Au début du récit, cette attitude des autres filles va empêcher Rita de se confier au sujet de son agression, car Maddie, selon elle, semble toute prête à lui dire « ces choses-là n'arrivent pas par hasard, c'est toi qui les provoques ». Puis, après que Maddie se soit elle aussi fait harceler par son oncle et que le parallèle soit fait entre leurs deux situations, elle se défend à nouveau d'être comme Rita, et c'est Legs qui va la corriger. « Oh, Maddie Monkey, merde, on est toutes des Rita. » Puis, au fil et à mesure que le groupe s'élargit, de nombreuses tensions se développent autour de comment elles doivent gérer leur argent, avoir un budget ou pas, ce qu'est survivre ou vivre, autour de si elles doivent accepter d'autres membres et si oui, lesquels, dépendamment ou non de si elles ont un salaire. Elles vont tester le vote secret pour décider qui peut entrer dans le gang, ce qui va fonctionner jusqu'à un certain point, jusqu'à ce que le racisme de certains membres fasse en sorte que l'accès au gang soit refusé à une amie et collègue de Legs. C'est le début de la fin. Les filles se font de moins en moins confiance et ne sont plus d'accord quant à ce que c'est vraiment Foxfire, qui fait vraiment partie du gang. Elles vont critiquer l'apparence et les agissements des autres. Maddie va d'ailleurs choisir de quitter le gang lorsque les filles vont décider, menées par Legs, de kidnapper un homme riche et de demander une rançon à sa famille. C'est aussi le moment où la narration cesse d'endosser les actions de Foxfire. De plus en plus, les actions du groupe ressemblent aux abus de la société capitaliste, raciste et patriarcale de laquelle ils ont choisi de se retirer, et le groupe échoue ainsi à son propre idéal révolutionnaire. En quittant le groupe, Maddie est en quelque sorte la seule à demeurer authentique aux promesses faites lors du rituel d'initiation. À cet égard, en entrevue téléphonique de sa maison à Princeton, New Jersey, où elle habite depuis 1978, Oates confirme que Foxfire est probablement son roman le plus manifestement féministe, mais malheureusement, elle ajoute « The bonding doesn't last ». Je cite « One reason for writing this novel, dit-elle, was to demonstrate that the bond of sisterhood can be very deep and emotionally gratifying. But a world that excludes men just can't endure,
and finally it all comes crashing down. The fantasy dreams of adolescence clash against the realities of maturity. Malheureusement, le girl gang du roman se heurte à la triste réalité patriarcale de l'époque et s'éteint après l'épisode du kidnapping et la fuite de Legs qui les rassemblait. Le récit semble poser un questionnement sur le passage du temps et les traces mémorielles du passé, illustrées symboliquement par la flamme tatouée, éphémère et fougueuse, comme les premières amitiés. Merci.